Alexis Corbière est donc notre invité. Vous êtes élu de Seine-Saint-Denis. Bonjour et bienvenue, député Nouveau Front Populaire, l'après. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier, Monsieur Corbière. On va remontrer ces images. Une altercation presque venue aux mains dans l'Assemblée nationale. Vous étiez, vous, quasiment à l'endroit d'où sont filmées ces images. Ce sont les travées de la gauche. On voit Monsieur Turquois, député Modem, qui est retenu par Marc Fesneau, par des huissiers. Qu'est-ce que vous avez vu et entendu, vous qui étiez sur place ? Bon, déjà, c'est pitoyable. Je vais expliquer, mais tout ça nourrit l'antiparlementarisme. Faut faire attention. Moi, je suis un républicain très parlementariste. Et il y a une séance qui débute avec, en plus, on pourra pas voter de budget, sans doute, ça va être un 49-3. Alors là, ça se déroule hier, pour qu'on comprenne, dans une journée particulière. C'est la niche parlementaire. On appelle ça vulgairement la niche, c'est-à-dire une journée par an, les groupes, là, c'était le groupe France Insoumise, Nouveau Front Populaire, on discutait retraite. Depuis 9h du matin. Pourquoi ça commence à chauffer en vérité? C'est qu'il y a 700 amendements qui ont été déposés, en particulier par ce qu'on appelle le socle commun, pour empêcher que le débat ait lieu, qui est un problème. C'est-à-dire que on veut discuter de la réforme des retraites et il y a ce qu'on appelle une obstruction parlementaire. Pourquoi En une journée, on a discuté de 100 amendements. D'accord? Pourquoi, pardonnez-moi pour préciser pour nos téléspectateurs, c'est que si à minuit le vote n'est pas intervenu, c'est terminé. Comme le compte de Cendrillon, à minuit, là, c'est pas le carrosse qui se transforme en citrouille, c'est quel que soit le niveau où on en est. Donc on s'est arrêté à la moitié de l'article 1. Sur 700 amendements qu'ils avaient déposés, on en a parlé que 100 en une journée, 8 amendements par heure. Pourquoi je dis ça? Parce que ça chauffe. On passe la journée à se répéter les mêmes arguments. Le socle commun dit c'est pas raisonnable. Nous on leur dit, on aimerait au moins que dans ce pays, pour une fois, on puisse. En 2023, on n'avait pas pu voter, c'était imposé par 49.3. On aimerait pouvoir voter. C'est là qu'est le scandale. Et à partir de là, il y a les comportements individuels qui craquent. Alors je vais pas accabler ce collègue Modem, je pense qu'il était un peu fatigué, j'en dirais pas plus, un peu ému peut-être après le repas en plus, donc ça participe à une ambiance, vous voyez ce que je veux dire, où les mots, on en rajoute, etc. Un peu ému après le repas, c'est-à-dire que vous pensiez qu'il était éméché ? Je pense qu'il était un peu une situation un peu d'excitation, on va dire, un peu inhabituelle. Le bureau de l'Assemblée statuera là-dessus, mais j'ai trouvé qu'il y avait de sa part, comment dirais-je, il a pas cherché à se calmer, et en plus, non seulement entre les députés, c'est assez minable. Moi, je pense aux huissiers qui sont vraiment des gens, ils font le boulot. Là, on le voit, ils bousculent un huissier qui lui dit de se calmer. Bon, c'est inacceptable. Bon, mais au-delà de ce comportement, moi je répète, c'est une défaite collective pour la vie parlementaire. Si l'image qu'on donne, c'est que les députés ne peuvent plus discuter du budget parce que tu comprends. C'est exactement la même chose au moment de la réforme des retraites. Alors, vous vous souvenez bien, il y avait des amendements demandés par Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu beaucoup d'amendements pour qu'il n'y ait pas de vote en première lecture. Je vous attendais là-dessus. Je sais bien, parce que vous êtes... J'entends. C'est que les choses. L'obstruction parlementaire, ça fait partie depuis toujours de la vie parlementaire. Le parlementaire a le droit de faire des amendements. Et je suis certainement pas pour brider ce droit. Mais on comprendra que c'est pas la même chose. Quand vous pouvez discuter de 15 jours, 3 semaines d'un texte, qu'en plus vous avez des manifestations dans la rue, il est du devoir, ou du moins le parlementaire peut dire, je fais durer la conversation, la discussion parlementaire, et je dépose des amendements. Là, vous, Monsieur Boursier l'a bien pointé, je sais bien que c'est de la tambouille, mais 9h, minuit, quoi qu'il arrive. Si vous déposez 700 amendements, c'est pas que vous dites on va prendre du temps et on va permettre qu'il y ait des mobilisations, que les syndicats rencontrent le gouvernement. Vous dites clairement, on pourra pas en discuter. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs hier soir. L'obstruction parlementaire est un outil parlementaire, mais c'est un contre-pouvoir. C'est-à-dire que normalement, l'opposition, par rapport au pouvoir, peut l'utiliser. Mais quand c'est le pouvoir lui-même, parce que là, en l'occurrence, c'est les macronistes qui l'utilisent, là, ça devient un autoritarisme anti-parlementaire. C'est-à-dire que la niche, il y a une tradition, c'est pas écrit, mais la niche, normalement, les groupes qui déposent des textes, on peut en discuter. Voilà, c'est adopter, refuser. Vous l'avez fait avec d'autres partis qui ne sont pas... Pardon ? Vous l'avez fait, par exemple, avec d'autres partis qui ne sont pas de votre formation ? Dans le cadre des niches, j'ai pas souvenir. Vous savez, on a peut-être fait des choses baroques. Ça se pratique pas comme ça, normalement. On pourrit pas, pardon l'expression vulgaire, mais une niche dans notre groupe d'opposition. Vous savez, en 5e République, les députés, hormis le gouvernement, n'a pas d'initiative parlementaire. C'est la seule journée, une fois par an. De quoi on parle ? On dit, on choisit des textes dont on veut parler, 3-4 textes dans la journée qui sont discutés. D'accord ? Donc 9h, minuit. C'est pour ça que si vous avez le gouvernement qui arrive en disant, tiens, ils ont déposé 991 amendements, dont 702 qui ont été retenus. Et en plus, il y a eu, je vous donnerai le chiffre, je les mettrai sur les réseaux, je ne sais trop combien de rappels à l'ordre. Si vous avez vu la séance, les Français qui l'ont regardé... Pardonnez-moi, mais les bancs auxquels vous appartenez sont coutumiers du rappel à l'ordre. Que ce soit les drapeaux, les chansons, les insultes, etc. Ça provient aussi de là. Vous dites ça nourrit l'antiparlementarisme. Je dis pas que vous êtes plus ciblé que d'autres. Vous l'êtes également. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est de la stratégie parlementaire qui peut exister. Maintenant, vous avez pointé le fait, alors que j'ai été France Insoumise historique, si je peux dire, pendant des années. Je veux dire,
je crois que le désaccord stratégique que aussi j'ai pu avoir parfois avec la France Insoumise n'était pas un désaccord programmatique, mais aussi le fait que... De comportement. Par moment, c'est utile à l'Assemblée de faire des choses qui sont un peu des happenings. Moi-même, j'avais montré 5 € de course de pain à une époque pour montrer que quand le gouvernement supprimait de 5 € les APL, c'était quelque chose de significatif pour les familles. Mais parfois, vous faites le bazar, je le vois bien, les gens ne comprennent plus ce qui se passe. Et là, il faut faire attention. Et ce qui s'est passé hier, à mon avis, est une espèce de clownisation de la vie parlementaire, là fait par un député macroniste, il est modem, qui est vraiment pas bon. Donnons le pouvoir au Parlement. On aurait dû pouvoir voter sur la réforme des retraites parce que les quelques votes qui ont eu lieu ont montré que majoritairement, nous étions pour l'abrogation de la réforme des retraites. Nous revenons dans un instant avec un pouvoir majeur, essentiel du Parlement, c'est de démettre le gouvernement. La censure pourrait intervenir dans les jours qui viennent. On va y revenir dans quelques instants. Les concessions faites par Michel Barnier aux oppositions pour éviter d'être censuré. Tout de suite. Nous sommes avec Alexis Corbière ce matin, député de Seine-Saint-Denis, élu NFP, l'après. La censure menace le gouvernement de Michel Barnier, monsieur Corbière, qui fait 2 concessions. Une sur la taxe sur l'électricité, il la baisse un petit peu, c'était une demande notamment du Rassemblement national, et sur les charges sur les entreprises, sur les bas salaires, qu'il se refuse à augmenter. Il ne cite pas le RN, mais on sait qu'il a rencontré Marine Le Pen, comme d'ailleurs les autres oppositions. Tout ça pour éviter à son gouvernement de tomber. Est-ce que le gouvernement de Michel Barnier, selon vous, sera censuré tout de même ? Ouais, je pense. Enfin, moi, je le censurerais. Juste, vous êtes sur les salaires. Je reviens pas, mais sur nous, on a demandé par des amendements aussi qu'il n'y ait pas une hausse de l'électricité. C'est pour ça que j'ai dit notamment. Ben oui. Quoi. Non, mais je veux dire, ça donne l'impression qu'il y a que Marine Le Pen. Ah non, notamment. On veut dire non, mais je polémique pas, mais non. Alors revenons à votre question. Oui, moi je suis en désaccord avec ce budget. C'est quand même un budget qui prévoit des coupes significatives. Notamment, moi je suis professeur de lycée professionnel, qui quand même prévoit encore 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale, par exemple. Donc contrairement à ce que nous dit Monsieur Migaud, c'est pas un budget qui va créer des postes de fonctionnaires. Ou alors on ment aux Français. Bon, moi je suis contre. Et quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Voilà. Et Monsieur Barnier a sa cohérence. Je pense qu'il y avait une forme d'illégitimité à sa nomination, c'est que le sens des élections, c'est compliqué à traduire ce qui a eu lieu en juin, mais c'est clairement le groupe arrivé en tête, pas majoritaire, c'est le NFP. Monsieur Barnier fait partie d'une famille politique battue. Les macronistes sont passés, moi je les ai vus passer de 300, je sais plus combien de députés en 2017 à 172, maintenant ils sont 99 et le pouvoir reste entre leurs mains, on devient fou. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut préparer des échéances. Premièrement, si le gouvernement tombe, moi je continue à dire que c'est au sein de la coalition NFP que Monsieur le Président de la République, c'est un des pouvoirs qu'il a, doit proposer. Oui, pourquoi pas, mais elle a le mérite d'être quelqu'un qui rassemble le NFP. Moi, dans la minute qui me reste, je vais vous dire les choses. Je suis un homme d'unité. Le nouveau Front populaire doit rester uni. Je maudis et j'enrage de toutes ces phrases de division que j'entends, de certains qui disent, je vois Monsieur Hollande qui dit quoi qu'il arrive maintenant, je suis candidat, et d'autres aussi assez sectaires au sein de la France Insoumise qui disent, moi aussi je serai candidat. Je suis pour qu'on se rassemble, qu'on reste unis à l'occasion, peut-être de la discussion qui vient sur nous, on est prêt à constituer un gouvernement. On verra ce que décidera Monsieur le Président de la République. Et s'il y a une échéance présidentielle, parce qu'on en est là aujourd'hui, la crise risque de monter. Vous aussi, vous appelez officiellement, comme d'autres, à la démission d'Emmanuel Macron. Ce que je dis, de toute façon, quel que soit ce que je dis, Emmanuel Macron peut s'asseoir dessus. Mais ce que je dis, c'est que la crise politique est telle, que Monsieur Macron lui-même l'a nouée. C'est-à-dire, imaginons qu'il redissout, que ça dit la même chose. Ce sera pas avant juillet prochain, ça. J'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est que cette énergie, au bout d'un moment de chaos, va remonter jusqu'à lui. Et il est possible qu'une élection présidentielle soit un élément qui rebrasse la vie politique. Donc il doit partir. La parole aux Français. Qu'est-ce que je dis à partir de là, à mes amis? Cette échéance, arrêtons d'être des perdreaux de l'année ou d'attendre comme des ballots. Préparons-la collectivement. Je souhaite, et avec mes amis de l'après, nous lançons une pétition là-dessus, candidat commun du nouveau Front populaire à l'éventuelle échéance présidentielle qui arrive. Ça veut dire quoi? Pas de division, ça veut dire qu'il n'y a pas de candidat perpétuel qui s'impose sans même en discuter, et ça veut dire qu'on évite que... Donc il n'y a pas de Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire qu'on discute. Moi, si je commence à mettre des exclusives, je suis... Non, mais vous le faites sans le dire, c'est ça. Parce que là, je fais pas de langue de bois. C'est-à-dire que si, à un moment donné, vous évoquez Jean-Luc Mélenchon, arrive à créer les conditions que tout le monde se rassemble derrière lui, je dis banco. J'observe qu'il y a des stratégies, on vient d'en parler, qui aident pas à ce que tout le monde se sente à l'aise. Donc, candidat unique. Il y a quand même une question immédiate. Le nouveau Front populaire, on sait, s'il présente un Premier ministre, il sera renversé. Motion de censure, ça a été dit clairement. Possible, oui. Il faut faire une alliance. Est-ce que vous êtes pour une alliance? Ce que commence à dire Boris Vallaud, par exemple, le patron des députés PS, qui dit qu'il faut travailler avec une partie du socle commun. Oui, mais lui-même, quand je discute avec Boris Vallaud, il voit bien qu'il y a personne au sein du socle commun qui répond à sa demande. Donc ça marche pas. Non, ce que je pense, c'est qu'il faut rester cohérent. La pire des choses, ce serait de la division. Si c'est pour dire je vais gagner quelques voix dans le socle commun, mais que je perds à la France insoumise, ça n'élargit pas. Donc restons d'abord sur un socle tranquille. Après,
que l'on ait, par exemple, je veux dire, un plan d'urgence 4-5 points dans lequel on dit, est-ce que ces 4-5 points, au sein peut-être de la Macronie, du socle commun, il y en a peut-être certains qui sont d'accord. Une urgence sur, on met la priorité sur l'école, on peut choisir les thèmes, vous voyez ce que je veux dire, qui sont des points importants. Pas tout le programme, mais des points importants. Ça, on peut avancer intelligemment, pas dire c'est tout mon programme, rien que mon programme, sinon allez vous faire voir. Si on fait ça, c'est le cas jusqu'à maintenant. Hein. Pardon ? Non, ça n'est pas ce qui a été fait précédemment. Mais même Jean-Luc Mélenchon est un peu revenu sur ses propos. Oui, pour parler d'urgence du moment, qu'il y ait censure ou pas, vu les concessions qui ont été faites, on laisse totalement déraper nos finances publiques. Vous dites c'est pas grave, on verra plus tard ? Non, mais vous savez, le budget qui a été présenté, c'est le président Coquerel, la commission des finances, qui l'a rappelé, c'était quand même un budget de recettes, de 58 milliards de recettes. La question, c'est où est-ce que vous allez chercher l'argent. C'est tout. Soit vous considérez que, comme c'est le reste à charge sera plus important pour les Français, c'est-à-dire, je pense notamment à mes parents qui sont malades, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que les médicaments qu'ils vont payer, ils vont eux payer un peu plus. Et personnellement, je trouve ça dégueulasse. Soit vous dites que les gens qui ont accumulé des richesses dans ce pays, dans ce moment de crise, on va les solliciter par une fiscalité qui effectivement interpelle plus, sollicite plus ceux qui ont de l'argent. On rétablit l'ISF, on s'en prend effectivement, on a une fiscalité qui se modifie, notamment dans les. Et donc il n'y a pas de budget, c'est pas grave. Mais je vous dis qu'on avait fait un budget. Non, je suis en train de vous dire l'inverse. Ce qui est grave, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Celui qui a creusé la dette, c'est Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, on va pas retourner les rôles. Et ceux qui ont proposé un budget qui faisait des recettes, 75 milliards de recettes et 58 excédentes, d'accord, qui y compris faisait baisser, qui nous faisait passer sous les 3%, ce à quoi le budget Barnier n'arrivait pas, qui restait autour de 5% de déficit. C'est les propositions que nous avons fait, nous, le nouveau Front populaire. Ça a été rejeté par Monsieur Barnier parce qu'il ne veut pas s'en prendre en compte. Encore un mot, s'il vous plaît. Il veut frapper les Français modestes. Encore un mot sur l'événement qui aura lieu tout à l'heure. Donc, c'est visite de chantier, mais réouverture la semaine prochaine de Notre-Dame de Paris, 5 ans après l'incendie. En fait, nous allons tous pouvoir voir Notre-Dame de Paris un peu avec les yeux de ceux qui l'avaient découverte originellement. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je suis un laïc convaincu. Je dirais pas plus, mais je suis prof d'histoire. Notre-Dame de Paris, c'est l'histoire de France. Enfin, là, il se passe quelque chose qui est un événement. En plus, je suis passé quelques fois à côté du chantier. Les artisans, le travail qui a été fait montre un savoir-faire français qui est magnifique. Même si je suis profane et la dimension sacrée de tout ça, je la laisse à ceux qui ont des convictions spirituelles. Mais là, on parle de quelque chose qui est un bâtiment qui incarne la France, et c'est plutôt heureux qu'on en arrive là. Enfin, moi, je suis plutôt content, je regarderai ça avec intérêt. Après, j'ai polémiqué avec le président de la République. Quand ils sont unis sur les Jeux, sur Notre-Dame, sur des paris comme ça qui mêlent des gens de toutes origines, quand ça marche, quoi, les Français sont capables de s'entendre. Ils sont unis. Moi, je pense aux milliers d'artisans qui ont travaillé, qui font un travail magnifique, d'un savoir-faire qu'il faut garder, qui parfois c'est du compagnonnage, etc. Après, là, je vais faire mon côté polémique. Je suis content que le président de la République soit pas allé dans la Notre-Dame de Paris pour faire un discours, parce que même les rois de France ne le faisaient pas. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. On ne doit pas profiter d'un lieu de culte pour venir faire le malin. Mais ça réouvre, je regarderai tout ça parce que c'est grand, c'est beau. C'est son succès, il avait annoncé 5 ans. Ouais. Non, je vous assure que je félicite les ouvriers, ceux qui ont fait ça. Emmanuel Macron, c'est pas lui qui l'a réparé. Il est président de la République, très bien. Non, mais je veux pas, c'est bien qu'il aille saluer l'ouverture du chantier. Mais s'il veut politiser tout ça, franchement, c'est minable. Merci beaucoup, Monsieur Corbière, d'avoir été avec nous ce matin. Édition spéciale dès 10h, d'ailleurs, pour suivre cette dernière visite de chantier, la réouverture au public. C'est dans une semaine. Restez avec nous, l'info en plus arrive dans quelques instants. Tout de suite.